Pour cette approche globale, ce programme repose, on le dit depuis tout à l'heure, sur un accompagnement pluridisciplinaire qui rassemble des professionnels de divers horizons et qui concerne de nombreux aspects, quasiment tous les aspects de la vie des personnes qui sont accompagnées. On l'a vu tout à l'heure dans le film. On va s'arrêter maintenant sur cet accompagnement avec notamment les témoignages de membres de ces équipes qui accompagnent sur chacun des 4 sites. C'est une table ronde maintenant qui va être animée par Delphine Moreau. Je vais lui demander de me rejoindre, qui est sociologue, doctorante à l'EHESS et chargée de recherche sur le programme Un chez soi d'abord. Et puis je vais, merci de la saluer, je vais demander à Emeline Dasquet, assistante de service social à l'association Abèche Solidarité de Lille, ça c'est pour le site de Lille Métropole, Sylvie Ketchadourian, chef de service de l'association Habitat Alternatif Social de Marseille, Paola Revu, psychiatre, association Clémence Isor à Toulouse, et Alison Simon, médiateur de Santé Père pour l'association Aurore à Paris. Donc merci de prendre place, de nous rejoindre, et puis je vais laisser Delphine Moreau avec vous pour cet échange sur l'accompagnement. Allez-y. Et Paola Revu qui nous rejoint. En attendant que Paola Revu nous rejoigne, donc on l'a vu, hein, le programme Un chez soi d'abord, c'est pas seulement l'accès à un logement inconditionnel, c'est aussi l'accompagnement par une équipe pluridisciplinaire et qui s'appuie sur un principe, le principe du rétablissement. Alors la perspective du rétablissement à l'origine, c'est une perspective qui est portée par des mouvements d'usagers en Amérique du Nord. C'est une perspective qui s'appuie, qui met en avant le point de vue des personnes concernées et l'entraide par les pairs. Cette perspective entend déplacer l'accompagnement par les professionnels des personnes qui entrent dans le logement. Il s'agit justement d'accompagner les personnes, non pas en les abordant uniquement sous l'angle des difficultés qu'elles rencontrent, et notamment des difficultés de santé qu'elles rencontrent, mais c'est une perspective qui entend s'appuyer sur les forces des personnes, sur leurs projets, sur leurs rêves aussi. Et c'est pas seulement une perspective abstraite. Dans le cadre du programme Un chez soi d'abord, elle est aussi modélisée dans les formes d'accompagnement qui est proposé dans le cadre du programme Un chez soi d'abord. Et justement, le rôle de cette table ronde, c'est d'explorer ces principes sur lesquels s'appuient les équipes dans leur accompagnement, de voir comment les équipes s'en sont emparées de ces principes, éventuellement comment ça a décalé leur pratique professionnelle, aussi quelles en sont les limites, quelles sont les difficultés que chacun des professionnels a rencontrées, comment éventuellement ces difficultés ont été contournées, mais aussi voilà les obstacles éventuellement et évidemment aussi ce que ça a pu apporter dans l'accompagnement des personnes, comment ça a changé aussi leur perspective dans l'accompagnement des personnes. Alors on va d'abord donner la parole à Emeline Dasquet qui va nous parler d'un des principes de l'accompagnement des personnes, qui est le travail sur les forces. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner les personnes en travaillant à partir de leurs forces. Donc bonjour, Emeline Dasquet, donc assistante sociale au programme Un chez soi d'abord sur le site Grand Lille. Donc je vais partager avec vous une réflexion qui est tournée autour du travail sur les forces. Donc en tant que travailleur social, j'ai découvert via le programme Un chez soi d'abord des nouvelles pratiques qui permettaient d'accompagner le public vers un parcours de rétablissement. Le rétablissement, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus qui va permettre à la personne de retrouver son propre moyen d'agir. J'ai réalisé dans mes expériences professionnelles passées que quand une personne venait me voir en tant qu'assistante sociale, c'était la plupart du temps pour résoudre des problèmes au niveau des droits, au niveau de l'inclusion sociale, au niveau des problèmes familiaux, etc. Pour moi, c'était naturel d'essayer de résoudre les choses qui n'allaient pas. Ensuite, pour le versant médical, donc j'ai pu préparer cette intervention avec un de mes collègues, Grégory Lefranc, qui est infirmier et qui
partage également sa propre expérience du versant médical. Donc, de formation infirmier, il a pu remarquer que dans les transmissions ciblées sur les logiciels informatiques médicaux classiques, qu'il n'existait que des formes négatives d'intitulés de transmission, comme diminution de l'estime de soi, déficit en soins personnels, stratégie d'adaptation inefficace, etc. À ce jour, il n'y a pas d'intitulé pour faire remonter les actions positives dans le cadre de son CMP. Afin de ne pas rester dans le négatif, il profite des transmissions orales pour introduire et faire remonter ces informations positives sur les personnes. Depuis mon arrivée au programme, j'ai intensifié mon accompagnement sur le soutien de la personne et sa valorisation en tant que telle. J'ai découvert des nouveaux outils qui m'ont permis d'apprendre à créer avec la personne un état des lieux le plus neutre possible de sa situation, sans ajouter vraiment de positif ni de négatif. Ensuite, de cet état des lieux vont découler les forces, c'est-à-dire ce que la personne elle peut valoriser chez elle, ses compétences, ce qu'elle sait faire. Et ensuite, de ces forces, donc, va arriver la situation espérée. Donc, la situation espérée, c'est comment est-ce qu'elle peut arriver à cette situation, avec quels moyens et si besoin avec l'aide de qui. Le travail sur les forces permet de garder la personne au cœur de l'action, qu'elle définisse elle-même son propre projet et qu'elle se rende compte de quoi elle est capable. Je qualifie souvent mon travail comme une sorte de travail de prévention où on a la possibilité d'aller au devant de la personne pour lui proposer un soutien, une aide si elle en éprouve le besoin avant que la situation elle se dégrade. Le public qu'on accompagne a bien souvent connu des exclusions sociales ainsi que de la stigmatisation due à la maladie ou au parcours de vie pas forcément linéaire. Et la plupart des personnes ont une estime d'elles-mêmes très faible, voire même se dévalorisent sur les différentes choses de la vie qu'elles ne savent pas faire, pardon. Et elles se culpabilisent aussi souvent sur ce qu'elles sont ou ce qu'elles font. Le fait de travailler sur les forces met en valeur les capacités de la personne dans le but de leur faire prendre confiance en elles et conscience de ce dont elles sont capables. L'équipe va avoir tendance alors à faire du renforcement positif en soulignant, en renforçant la personne sur les actions qu'elle aura pu mener. Donc un peu de concret sur cette théorie avec deux exemples donc de personnes qu'on accompagne. Donc la première personne, donc Rachid. Donc dans son parcours de vie, Rachid a développé de grandes capacités manuelles, mais suite à divers échecs de la vie, il décrit de lui-même une estime de lui vraiment très basse. Suite à de multiples entretiens et renforcements positifs sur ses capacités et sur sa formation aussi, on a proposé à Rachid de mettre à profit son expérience et de le mettre en contact avec un autre de nos locataires qui avait des problèmes d'isolation au niveau de son domicile. Et donc Rachid a décidé de prendre en main le chantier avec le calcul des coûts, du matériel, la mise en œuvre des travaux, ce qui lui a permis de reprendre confiance en lui, en ses capacités et reprendre une activité. Aujourd'hui, Rachid participe à un chantier d'insertion à raison de 2 fois par semaine. Ensuite, autre exemple, donc Fred, qui pratique la sculpture depuis quelque temps. Il aimerait faire découvrir sa pratique et son goût pour cet art à d'autres personnes, et en s'appuyant sur ses forces et avec le soutien de l'équipe s'il en éprouve le besoin, il va devoir trouver un local, réfléchir au déroulé des séances. La prise de risque, elle est réfléchie, mais reste atteignable. Et cette action pourrait lui permettre de prendre la parole en public, de valoriser son ego, son estime de lui et de reprendre confiance. L'approche basée sur les forces, elle est aussi un risque, puisque c'est un risque qui est calculé avec la personne, le but étant pas de la mettre en difficulté face à un échec ou un nouvel échec, qui pourrait engendrer une diminution de l'estime de soi, une peur de reprendre des nouveaux risques, et du coup de rester dans un immobilisme qui pourrait mettre à mal son rétablissement. Le risque, il n'est pas forcément négatif, il peut juste renvoyer à des nouvelles pratiques qui sont méconnues et qui peuvent potentiellement être angoissantes. Le rôle de l'équipe dans ce cas-là ne sera ni tirer, pousser ou porter la personne, mais vraiment d'être un support dans son parcours et dans son avancée. Pour conclure, je tiens à parler de 2 images qui peuvent prêter à sourire, mais qui me parlent vraiment dans ma pratique. C'est celle du verre à moitié plein et celle des pompiers. Alors pourquoi ? Le verre à moitié plein, en fait, dans ma pratique, avant, les personnes avaient tendance vraiment à
décrire un verre à moitié vide de leur situation. Et j'ai pu me rendre compte que via le travail sur les forces, la personne arrivait à prendre conscience de ses compétences et en tout cas en parler et décrire plutôt un verre à moitié plein. Ils font une sorte de conscientisation de ce qu'ils savent faire. Et donc maintenant, j'ai tendance à voir, même moi, dans toutes les situations que je peux rencontrer, un verre à moitié plein où je vais creuser avec la personne sur ses forces, ce qu'elle sait faire, ce qui la valorise et ce qui peut l'attirer vers le haut et plus forcément pointer, même plus du tout, pointer le négatif. Et ensuite, deuxième image, c'est la métaphore du pompier où je fais sourire pas mal de mes collègues, mais je nous compare à une alarme incendie parce que je nous vois plus en termes de prévention, on va prévenir le risque d'incendie plutôt que d'intervenir quand le feu s'est déclaré et de faire venir les pompiers. Où notre objectif, c'est pour moi d'effectuer donc un travail de prévention avec les personnes, leur proposer un soutien, notre palette de compétences et qu'elles peuvent se servir comme bon leur semble et de leur permettre d'accéder à leurs objectifs, projets et rêves et de se construire elles-mêmes leur propre palette de compétences. Voilà. Merci. Donc après avoir vu ce principe qui est de travailler sur les forces des personnes, ben justement on va parler de la question des palettes de compétences développées par les équipes, puisque un autre des principes d'intervention des équipes d'un Chez Soi d'abord, c'est de travailler en équipe pluridisciplinaire à partir d'un principe qui est celui non pas de la référence mais de la multiréférence, dont va nous parler Sylvie Cacciadourian de Marseille. Voilà, donc moi j'ai la chance d'être à la coordination de l'équipe marseillaise. Donc, pour reparler un peu du contexte, pourquoi je parle chance, c'est parce que en fait, nous sommes à une époque où on a un peu du mal dans le travail social à faire démarrer la loi 2002. Pourtant, elle commence à être un peu vieille. Elle reprend celle de 1975, où la personne doit être au centre du projet et la participation doit être la préoccupation première des institutions. Et on est en 2015 et on n'y arrive toujours pas. Donc, quand les Nord-Américains nous parlent du recovery, donc on voit ça un petit peu comme un beau cadeau, et on a essayé depuis 2011 d'en faire quelque chose. D'autant plus qu'on était boosté par ce principe de recherche qui, il faut le dire, est une sacrée puissance aussi pour une équipe, puisque ça nous autorise à nous aussi expérimenter, à rechercher et à découvrir dans l'évolution de nos pratiques. Donc au démarrage, effectivement, on est une équipe pluridisciplinaire. Alors dans le médico-social, tout le monde sait ce que c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc tout le monde a son job et on fait en sorte, et nos tutelles font en sorte que tous les jobs soient bien représentés autour de la table. Sauf qu'en fait, ce qui va changer, c'est la façon dont on va danser, dont ce recovery va nous faire changer. Alors au départ, on est parti pour pouvoir le faire, on est parti sur l'idée qu'il fallait complètement bannir la référence. Vous savez, cette référence-là, donc qu'on doit aux psychanalystes, où tout doit se passer dans la relation individuelle. Nous, les institutions, veulent bien s'en assurer pour que tout le monde soit responsable à un moment donné de ce qui pourrait se passer. Donc, on a pris le contre-pied et on a dit halte là, pas de référence, la non-référence. Pour pouvoir faire ça, on s'est focalisé sur trois choses. Donc déjà, la désindividualisation dans la relation. Ce qui nous a permis de faire ça, c'est le garant number one, c'est le binôme. C'est-à-dire qu'il était hors de question qu'on aille à la rencontre des gens ou chez eux ou au local ou dans la rue tout seul. On était déjà deux, donc on n'était plus en relation individuelle, on était à trois. Donc ça a été la première garantie. La deuxième garantie un petit peu, c'était qu'il fallait s'assurer qu'on soit tous capables autour de la table d'être sur des relations un peu transversales, mais aussi capables de se dépasser dans nos fonctions initiales.
Donc, pour ça, il fallait que les personnes qu'on allait accueillir soient les témoins de ce système-là. Et il fallait, quand on débarque au domicile ou dans la première rencontre, grosso modo, que la personne qu'on accueille ne sache pas vraiment qui on est. C'est-à-dire que le médecin, il n'a pas le stéthoscope autour du cou. Il va peut-être acheter le pain. Que le chef de service, il attend pas dans son bureau parce qu'il a convoqué quelqu'un, mais il peut tout simplement déboucher des toilettes, etc., etc. Et on a brouillé les pistes comme ça, si bien que le public accueilli ne savait absolument pas qui on était, et du coup on se prend au jeu, parce que du coup on peut être un peu tout, et on peut surtout faire tout. C'est ce que nous avons appelé pendant longtemps faire tout. Et ensuite, la troisième chose, alors la plus importante, c'est le laisser faire. C'est-à-dire donc, voilà, le laisser faire, c'est la position basse. Je n'ai pas le pouvoir sur l'autre. Donc, si l'autre a besoin d'une carte d'identité, mais que l'autre n'est pas ou n'a pas envie, pas aujourd'hui, pas maintenant, d'aller la chercher, eh bien, tant pis. On accepte, même qu'on soit travailleur social, chef de service, infirmier, peu importe. Donc, on laisse faire la personne pour que on va dire, pour que les choses qui sont importantes pour elle lui appartiennent, et d'ailleurs le 3/4 du temps ils vont la chercher quand on n'y pense même plus. Donc voilà. Donc pour ça, il a fallu un peu convaincre les équipes, parce qu'il y a eu de la résistance, bien évidemment. Travailler en binôme, ça veut dire que l'autre va regarder mon travail. Ça veut dire aussi la non-référence, donc les partenaires, mais comment, qui, quoi, mais on comprend rien à votre histoire. Qui est le référent? Les assistants sociaux, si on signe pas le document au nom du référent, ça marche pas pour le dossier, etc., etc. Donc tout ça, ça a été un peu long. Mais à force de travail, en fait, et de rencontres et de formations, et tout à l'heure le monsieur disait oui, il y a beaucoup de partenaires. Les partenaires, ils n'étaient pas aussi nombreux sur le premier film. Voilà, c'est la moitié du travail, elle est là aussi au quotidien. C'est que pour le coup, ce qu'on apprend sur les bancs de l'école, le réseau partenariat, on peut au travers de cet exercice le mettre tout à fait en application. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était un peu comme le jus de fruits, c'est-à-dire qu'on n'était pas sans fruits, on était tout simplement multifruits. Donc, on n'était pas sans référence, on était un peu multiréférent, d'où le terme de multiréférent, comment il est arrivé au fur et à mesure. Alors ensuite, pourquoi on arrive à penser ça? Toujours parce qu'on est boosté par cette philosophie du recovery. Je fais exprès de le dire en anglais, non pas parce que je parle super bien anglais, mais c'est parce qu'en fait c'est ce qui représente vraiment la philosophie, le rétablissement. En France, c'est encore un peu débat, mais le recovery, c'est vraiment, si vous voulez le faire, partez en tête avec ça, c'est parfait, quoi. Donc, le recovery, ce qui permet, du coup, c'est comme par magie. Donc, vous allez être comme ça. Vous n'avez pas forcément un objectif. Vous n'avez pas forcément, vous savez pas, pour la personne qui souffre de schizophrénie, ce qu'il faut exactement pour elle. Vous savez pas, pour la personne qui boit 10 litres de bière par jour, ce qu'il faut exactement pour elle. Par contre, vous savez, un peu tous ensemble, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez à disposition, tout ce que l'État a financé, et vous faites comme ça, petit à petit au quotidien, une boîte à outils qui ne fait que s'agrandir en fonction des allers-retours chez les gens, de ce qu'ils n'ont pas, qui nous demandent, ou ce qu'ils ont eu et qui n'ont plus. Et vous mettez comme ça à disposition du public que vous accueillez. Et donc du coup, c'est ce que disait Pascal tout à l'heure, nous sommes pas dans des objectifs précis au départ, nous sommes surtout dans une distribution de moyens, prêt à tout, un peu ce que tu voulais dire sûrement tout à l'heure avec la métaphore des pompiers. Voilà. Et donc moi juste je sais pas parce que c'est minuté là, mais donc normalement je devrais conclure. Et là où je voudrais attirer l'attention un petit peu, c'est que en fait ce qui est important, c'est qu'avec le recovery, il y a son collègue l'empowerment, qui est aussi un mot très anglais. Et en fait, c'est que quand on donne un peu le pouvoir aux gens, on se rend compte que seuls eux ont le pouvoir de continuité de leur projet de vie ou de leur vie, et que nous, tout simplement, on se contente d'être cohérent au quotidien dans ce qu'on peut leur apporter. Voilà. Merci beaucoup.
Et on voit bien comment le principe se décline, puisque on passe de l'empowerment, donner le pouvoir aux gens. Et ben justement, Paola Revue de Toulouse, psychiatre à Toulouse, va nous parler de cet autre principe d'intervention et d'accompagnement dans les équipes, qui est justement laisser le choix aux personnes. Quelles questions ça pose et comment l'équipe met ça en place, vraiment donner le choix, mettre les choix des personnes au centre de l'intervention. Oui, alors je vais vous faire le propos assise, parce que... je vais essayer de parler de ça avec mon point de vue, qui est malheureusement psychiatrique. Comme il s'agit des limites, j'ai écrit mon petit texte et je vais me contenter de le lire. Donc, mon propos se fonde sur le choix des personnes et surtout sur les limites et les contraintes qu'on a pu rencontrer dans cette dynamique. Alors, cette dynamique, elle est par rapport à la prise en charge psychiatrique classique, où on est donc demandeur où on demande aux personnes. Excusez-moi, j'ai essayé de faire court, mais ça va pas. Donc je vais lire. Donc, les personnes que nous accompagnons ont été intégrées avec un diagnostic établi de schizophrénie ou trouble bipolaire de l'humeur. La prise en charge psychiatrique classique aurait été de déterminer les symptômes liés à la maladie, leurs conséquences dans l'insertion socio-familiale de la personne et de l'aiguiller vers un projet de vie adapté aux handicaps certains qui empêchent la personne de s'intégrer au milieu dit normal. Il s'agit d'un point de vue centré sur le handicap que l'on essaie de réduire au maximum pour permettre une meilleure insertion sociale et affective. Le psychiatre a alors une place d'expert et donne des directives de vie à la personne. Ici, la dynamique est inversée. La priorité est donnée au choix de la personne. Comment aimerais-tu vivre? Quelles sont les choses que tu aimerais construire pour ta vie et comment comptes-tu t'y prendre? Le point de vue est ici centré sur l'amour-propre de la personne que l'on souhaite restaurer et valoriser pour permettre l'insertion sociale et affective. Ici, c'est la personne qui est experte, car c'est elle qui nous indique qui elle est, ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Pourquoi proposer cette dynamique? L'idée est avant tout d'apporter des outils supplémentaires à des situations complexes ayant suscité de l'épuisement. Les personnes du programme sont des personnes étant en grande précarité sociale, en échec d'insertion malgré les structures de droit commun déjà présentes. L'accroche psychiatrique est difficile ou mise en échec et les solutions sociales sont limitées. On a pu repérer que toutes les institutions avaient une dynamique de fonctionnement globalement similaire, disponible pour des prestations ouvertes à tous et offrant des services fondés sur l'expérience et le savoir-faire des professionnels. Mais malgré ça, les mains tendues ne sont pas forcément saisies. La situation est alors vécue comme un échec, autant par les aidants que par les personnes. En centrant l'accompagnement sur la personne, nous souhaitons éviter son aliénation d'une part, maintien de sa citoyenneté et stimulons sa motivation à exister au sein de la société. L'enjeu n'est plus d'évaluer la personne sur ses capacités, mais de déterminer comment la personne pourrait s'y prendre pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Pour ça, il est évident que nous devons faire appel à des stratégies originales et innovantes, inspirées du vécu de la personne et établies avec elle. L'intérêt d'une telle dynamique serait ainsi de proposer des perspectives nouvelles pour des institutions déjà en place et de permettre une progression constructive pour des personnes ayant un mode de fonctionnement non standard. La situation serait non plus vécue comme un échec, mais comme une opportunité d'évolution par des propositions nouvelles. Cette dynamique s'inscrirait donc en complémentarité de la dynamique classique, permettant d'ouvrir le champ des possibles. Alors, les limites, concrètement. Alors, je vais mettre ma blouse de psychiatre pour évoquer les limites évidentes d'une telle dynamique lorsqu'elle s'applique à des personnes atteintes de pathologies psychiatriques connues, étudiées depuis des siècles, dont on connaît les symptômes et les conséquences sur la relation aux autres. Alors, il y a les états délirants, les hallucinations, les idées interprétatives, les délires construits, évitement du contact, autant de termes qui nous font entendre que c'est compliqué. Comment demander à des personnes en pleine décompensation psychotique de faire des choix alors que leur esprit divague? Alors je m'appuie sur des exemples. J'ai changé les prénoms des personnes parce que je ne leur ai pas demandé leur avis et bon, du coup...
Alors, Saïd, qui a un logement, qui continue à consommer des produits atteints de schizophrénie, ne prend pas ses traitements. Il décompense sur un mode délirant halluciné, jette du mobilier par sa fenêtre. Devant sa détresse et un possible danger pour les autres, on envisage une hospitalisation sans son consentement. Bien que fuyant depuis plusieurs jours, il finit par accompagner notre démarche et sera hospitalisé en soins libres. Il sortira stabilisé. Le deuxième exemple est Frédéric. Après un début de prise en charge pourtant adapté, avec un suivi CMP régulier, Frédéric décroche soudainement et présente des symptômes de décompensation psychotique, des idées interprétatives de persécution, des syndromes d'influence. Il refuse de se soigner à l'hôpital, bien qu'il dise penser en avoir besoin. Devant un risque pour sa personne, il était complètement dénutri avec des idées suicidaires. Nous décidons de l'hospitaliser, même sans son consentement. Il sortira de l'hôpital apaisé. Aujourd'hui, il s'apprête à participer à un concert organisé par un ancien travailleur père de notre équipe. Troisième exemple, Tariq, 47 ans, étudiant en droit. Il a des hallucinations auditives, des traitements psychiatriques lourds. Cela ne l'a pas empêché de s'inscrire à la fac, malgré tout, et nous l'accompagnons dans sa démarche. Il continue son suivi en CMP. Ces trois exemples pour dire que la clinique Floride de la pathologie psychotique n'induit pas toujours une directive unique. Chaque personne a pu nous guider sur ce qui lui était le plus adapté en fonction de ses propres limites. Je mets maintenant ma blouse de psychanalyste de comptoir, parce que je ne suis pas une psychanalyste pure. La structure psychotique se reconnaît par l'absence de l'enveloppe psychique qui permet à l'individu de se distinguer d'autrui et de se définir individuellement. Cette définition pourrait s'appliquer à certaines des personnes que nous suivons. Cela induit une logique de pensée pas toujours bien organisée, avec une fragilité dans les liens que l'on peut tisser avec la personne. Comment travailler avec cette précarité du lien ? Je donne de nouveau des exemples. Celui de Gaël, avec qui un travail d'accompagnement fondé sur des projets de vie a été entamé, une reprise du travail, un logement dans un milieu plus calme, la recherche de la compagnie d'un chien. Donc on avait bien entamé l'accompagnement quand il nous a rendu brutalement les clés de son appartement et a disparu de la circulation. Nous apprendrons plus tard qu'il a été hospitalisé sans consentement dans une structure psychiatrique qu'il connaissait déjà. Nous sommes allés lui rendre visite et bien qu'il suive les directives de soins établies par sa structure, il est resté en contact avec nous et nous appelle régulièrement pour nous donner des nouvelles de son devenir. Un autre exemple, Kylian, non logé suite à 3 essais non fructueux, demande qu'on l'aide à organiser son hospitalisation. Le lendemain, il n'est plus joignable. Nous le perdons de vue pendant 4 mois. Il nous recontacte en nous apprenant qu'il a choisi de vivre chez un copain. Aujourd'hui, il veut à nouveau avoir un logement individuel. Ces 2 exemples pour dire que le choix des personnes peut être inconstant autant que le lien établi. Cependant, nous restons un repère permettant de donner du sens à leurs décisions et leur apporter la légitimité du choix. Parfois, ce repère peut être ancré, provoquant un lien soudé entre la personne et les accompagnants, celle-ci ne pouvant reconnaître son individualité qu'au travers de ce lien. Les vraies limites, la temporalité. Que les personnes soient considérées par leur parcours de rue ou par leur parcours psychiatrique, nous devons de constater qu'elles vivent souvent selon une temporalité différente que celle sur laquelle se base la société commune. Honorer ses rendez-vous, avoir un suivi régulier, organiser un emploi du temps, vivre sa vie en perspective d'un avenir évolutif, autant de choses qui nous paraissent évidentes pour assumer le minimum. Mais qu'en est-il quand cela n'a rien d'évident ? Quand le temps se fige autour de la nécessité du moment. La plupart des personnes doivent apprendre à s'autoriser une vie où elle agit pour modifier son avenir. Beaucoup ont eu tendance à percevoir notre équipe comme un service d'aide sociale classique et se sont montrés plus demandeurs qu'acteurs pour leur vie, plus préoccupés par ce qu'ils pourraient avoir maintenant que par ce qu'ils pourraient entreprendre pour demain. C'est là que je trouve que nos spécificités respectives d'éducateurs, d'infirmiers, de médecins et de travailleurs pairs prennent leur fonction, car au-delà d'un concept, la notion de rétablissement est un travail dynamique de construction que la personne seule n'est pas en mesure de mettre en mouvement. Le plus dur est de ne pas retomber dans les travers d'un accompagnement classique d'aide. Surmonter ces travers demande du temps et de la patience. L'espace. Deuxième limite. Que peut représenter un intérieur quand il est cloisonné ?
Certains sortant de prison voient leur appartement comme une nouvelle cellule, en moins austère. Leur pensée est limitée par les murs, ainsi que les projets. C'est le cas de Brahim. D'autres s'en échappent, se vivant en danger dans les murs, comme Paul. Puis il y a ceux pour qui l'espace n'a pas de limite et qui, par leur choix, se retrouvent dans l'errance, comme Malvine. La solitude dans les murs. De la vie communautaire de rue à l'austérité des murs qui nous envoie à nos ressentis ruminés dans le silence, il arrive souvent que la joie d'avoir un toit protecteur fasse place à l'angoisse de la vie en solitaire. Nombreux sont ceux qui décident d'héberger des potes pour masquer, entre autres, ces difficultés. La conséquence est classique. Plainte du voisinage pour tapage, sentiment d'insécurité et mobilisation du syndic. Nombreux de nos locataires ont dû être délogés à cause de cette situation pour que le phénomène se reproduise dans le nouveau logement. Comment interdire ce qui est leur libre choix de vivre avec d'autres? Comment donner une valeur à leur choix sans que cela ne puisse induire l'exclusion? Et enfin... Peut-être que je suis désolée, mais peut-être qu'on peut rester sur ces questions assez ouvertes, ou peut-être que vous voulez rajouter une dernière phrase pour laisser vraiment du temps à l'échange et à la dernière intervention. Je suis désolée d'intervenir comme principe de frustration, mais mais c'est mon rôle. Alors c'était quand même le point important qui était l'exclusion par la société qui était encore présente, qui est un des points importants qui est une grosse limite pour le choix des personnes. La méfiance du voisinage, les contrôles de police musclés, les désinvestissements des structures de soins sont des réalités du quotidien qui ne contribuent pas à encourager la personne à croire en son droit à choisir et à donner de l'importance à ce qu'elle peut entreprendre. Certains, abandonnés par leur propre famille, ne croient plus au Père Noël. Pourtant, tout l'enjeu est là, croire en impossible autrement. Je vous remercie. J'interviens comme principe de frustration, mais on voit bien comment les questions se déclinent d'un intervenant à un autre, et puis je compte aussi sur les échanges avec la salle pour permettre de développer ces différents points. Une autre dimension de l'intervention des équipes qu'il a paru vraiment très important de mettre en évidence, c'est le fait que non seulement ces équipes sont pluridisciplinaires, mais elles comptent parmi les professions représentées des médiateurs de santé pair, qui est une profession encore peu connue et peu présente. Et c'était vraiment important d'en parler aujourd'hui. Et c'est donc Alison Simons, qui est médiatrice de santé pair à Paris, qui va en parler. Bonjour, je suis Alison Simons, comme vous l'a dit Delphine. Je suis médiateur santé pair au sein de l'équipe Un chez soi d'abord à Paris. J'ai aussi un master d'assistante sociale en psychiatrie aux États-Unis. Un médiateur santé pair est quelqu'un qui a ou une maladie psychique ou des addictions et rétabli. Mais ce qui me sert le plus dans ce métier, c'est mon parcours personnel. Mon expérience avec le recovery ou le rétablissement aux États-Unis et ce que j'ai vécu au sein des institutions françaises quand je suis rentrée en France il y a 6 ans. Je suis toxicomane, alcoolique et bipolaire. On me dit que je suis rétablie, mais le rétablissement est un projet de vie et continue tous les jours. Mais avant tout, je suis Alison. Ce que j'apporte à l'équipe et aux locataires, je pense, est indispensable. D'abord, j'apporte de l'espoir, le principe du rétablissement, le fait que c'est possible de se rétablir, même si, dans un hôpital psychiatrique français, on m'a dit que je finirais mes jours dans une institution. Deuxièmement, j'apporte mon vécu. Juste la semaine dernière, un locataire m'a pris à part et m'a dit « Alison, s'il te plaît, il faut que je te parle. Je veux arrêter de boire et tu sais comment le faire. Tu sais que c'est psychologique et je ne veux plus que ça me pourrit la vie. Je veux aller à des réunions, j'ai besoin d'en parler. » Cela m'a beaucoup touchée. Il est venu vers moi parce que je suis très ouverte avec les locataires. Oui, locataires et pas des patients dans le contexte de ce programme, et surtout, ce sont des humains. Un autre locataire me parle régulièrement de sa consommation, et je lui dis toujours que c'est une victoire quand il réussit à passer une journée sans boire ou seulement 1 ou 2 bières. En équipe, en binôme, nous discutons nos rendez-vous avec les locataires. Est-ce que tu penses qu'il était en manque, ou s'il a consommé, prend-il ses médicaments, ou de son comportement? Cette semaine, un locataire m'a pris à part pour me dire qu'il s'était marié.
une histoire bizarre et son comportement avait complètement changé. Je sais qu'il est en rupture de traitement et je reconnais les signes. Je sais aussi qu'il ne pense pas qu'il est malade, qu'il n'a pas besoin de médicaments. Je partage l'information avec l'équipe et quand je lui propose de voir le psychiatre, il dit qu'il ne voit pas l'intérêt. Je reconnais les signes de sa maladie parce que je suis aussi passée par là. Nous partageons tous nos forces et notre savoir-faire. C'est pourquoi nous sommes une équipe pluridisciplinaire. Je connais tous les signes, les substances et les milliers de médicaments que j'ai pris en France et aux États-Unis, et aussi l'importance de prendre son traitement s'il est adapté et les effets secondaires. Tout cela, je partage avec non seulement l'équipe, mais aussi cela m'aide mieux à comprendre les locataires et leurs souffrances. Je suis ouverte et honnête sur ce que j'ai vécu et je pense que les locataires ressentent cela et me font confiance. Je ne fais pas partie du système institutionnel. Le rôle du médiateur santé-père est intégral au concept du recovery, rétablissement, que nous essayons d'instaurer en France. Nous, les usagers, parce que j'étais aussi un usager, sont d'abord des humains avec tous les droits qui vont avec. Et j'ai de la chance d'habiter en France où la couverture sociale est un droit irrévocable. Mais il y a un problème reconnu par tous les médiateurs santé-père avec qui je travaille, c'est que nos compétences ne sont pas reconnues par les institutions françaises. Nous avons à peine une formation. C'est un travail qui est en train de naître en France, mais qui est fondamental pour le rétablissement et je pense devrait être une profession intégrée au sein du système médico-social français au plus vite possible. Nous avons beaucoup à vous apporter. Merci beaucoup. Merci beaucoup.